Alors, un petit panorama sur les espaces euclidiens, histoire de survoler, puis voir un peu ce qu'on a vu, et de mettre quelques points importants. Donc, qu'est-ce qu'un espace euclidien? Bon, bah, c'est d'abord un espace vectoriel réel. Première chose à remarquer. Pas forcément de dimension finie. Enfin, un espace euclidien sera forcément de dimension finie, comme vous l'avez vu. En revanche, on va travailler dans des espaces qu'on appellera pré-hilbertiens, c'est-à-dire dans le cas aussi où on garde une dimension infinie. Donc le premier outil et le plus important qu'on va rajouter sur ce produit scalaire, sur cet espace, c'est donc un produit scalaire. Donc un produit scalaire qui est donné par les 4 axiomes que vous avez dans le cours, PS1, PS2, PS3. Je vous ai décrit un petit peu ce que c'était. Donc un produit scalaire, c'est, je prends directement la notation en infixe, donc une application qui va aller de E croix E dans R et qui va vérifier comme cas de propriété le fait d'être bilinéaire. Alors bilinéaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire linéaire à droite et à gauche, c'est-à-dire que quand je fixe une des deux variables, l'autre n'est pas fixée. Symétrique, donc x scalaire y est égal à y scalaire x, d'accord? Donc si je mets lambda x plus mu y scalaire z égale lambda x scalaire z plus mu y scalaire z, et de même de l'autre côté, je ne vous l'écris pas en entier, je vous laisse le faire, lambda y plus mu z, on l'avait déjà vu de toute façon sur la forme linéaire. Symétrique, c'est donc x scalaire y est égal à y scalaire x. Positive, alors qui, attention, ne présente en général pas de difficulté, mais à la petite ambiguïté. Alors attention, c'est quel que soit x dans R, x scalaire x est positif. N'allez pas me dire que positif, c'est x scalaire y, positif pour tout x et tout y. Et puis, dernière propriété, le fait d'être non dégénéré, où là, c'est pareil pour tout x dans R. Si x scalaire x est nul, alors x est un... Donc voilà ce cadre du produit scalaire. Je ne vais pas vous en donner des exemples, il y en a quand même pas mal dans le cours. Derrière, je vous invite à revoir. On le rencontre vraiment fréquemment. Évidemment dans R2, dans R3, ce que vous avez vu, que vous utilisez fortement en physique, en sciences industrielles de l'ingénieur également, et que vous allez utiliser aussi en maths. Donc, dans R2, dans R3, on va rencontrer aussi dans des espaces de polynômes, ce qui servira aussi en physique, voire un peu au-delà. Alors, dans ce produit scalaire, généralement peu de difficultés à le démontrer. Attention, on travaille toujours sur R à retenir. Et un point technique sur lequel on vous attendra au moment des concours, c'est la binarité quand on a un produit scalaire intégral, donc dans le cas où l'intégrale de A à B de f de t au carré dt est nulle. Ici, il faudra bien préciser, alors si vous êtes à l'oral, vous serez amené peut-être à refaire la preuve en entier, on vous le demandera. À l'écrit, évidemment, on ne vous le demandera pas. En revanche, on veut voir à chaque fois les arguments f est continu, enfin f carré, continue sur AB et f carré positive sur AB, qui induit que, évidemment, f est nul sur AB. Donc après, suivant l'espace dans lequel on se place, qu'on va généraliser ça au polynôme avec une infinité de racines, etc. etc. D'accord? Bien. Donc voilà pour ce produit scalaire qui va nous servir d'ailleurs. Deuxième point, on va regarder ce que j'ai appelé les propriétés des espaces pré-hilbertiens. Alors, c'est-à-dire, en gros, c'est évidemment une distinction un peu factice, mais ce sont les propriétés des espaces vectoriels qui ne dépendent pas de la dimension finie, qui restent tout le temps vraies. La plus importante, probablement, et notamment en termes de résolution d'exercice, donc en pratique pour vous, c'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz. D'accord? L'inégalité de Cauchy-Schwarz qui dit que x scalaire y au carré est inférieur à x scalaire x, y scalaire y. Alors au passage, on va noter une homogénéité, d'accord, des formules. Si vous étiez en train de faire de la physique, vous regarderiez ça, donc ça peut vous aider à maîtriser un peu cette affaire quand même.
en disant que bah, si x est une longueur, y aussi, bah, là j'ai des x scalaire y, c'est un produit, donc des longueurs au carré, le tout au carré c'est puissance 4. Donc il faut que je retrouve la même chose ici. Alors, donc, qui se traduit aussi en prenant la racine carrée de part et d'autre, racine de x scalaire x, racine de y scalaire y, qui est égale, comme autre écriture, norme de x, norme de y. D'accord? Puisque juste derrière l'inégalité de Cauchy-Schwarz va arriver la notion de norme. Et alors, nous, on va se contenter d'une norme euclidienne. Même si on n'est pas dans un espace euclidien, on va l'appeler quand même norme euclidienne, associée au produit scalaire. C'est-à-dire que la norme de x, c'est la racine de x scalaire x. Attention, toutes les normes ne sont pas euclidiennes. Il y a les identités de polarisation. Je vous inviterai à avoir dans le cours ceci un peu plus en détail. L'an prochain, vous étudierez les normes, que vous soyez en MP ou en psy, et dans cette étude de normes, c'est ce qui va vous permettre de définir des distances, on le verra un peu à la fin de ce chapitre, mais également des notions de continuité, etc., de limites de suite dans des espaces qui ne seront pas uniquement R ou C. Et les normes, vous aurez des normes particulières qui sont les normes euclidiennes, qu'on note généralement norme 2, et puis d'autres normes, pas rentrer dans les détails, mais qui ne sont pas euclidiennes et qui permettent de calculer autrement des distances. Ces questions de normes sont extrêmement importantes dans un très grand nombre de domaines, puisque c'est ce qui va vous permettre de mesurer la distance de 2 points, la distance de 2 points pouvant être le coût de certains objets de production, des choses comme ça, donc des objets très divers. Bien. Alors, sortant de Cauchy-Schwarz, donc cette notion de norme, les normes, vous verrez aussi qu'on a 3 axiomes à vérifier. Une norme est toujours positive, ça c'est le premier axiome. Je vous laisse regarder les axiomes. Ce n'est pas fondamental pour nous cette année, ça fait partie du cours. Vous devez l'apprendre. On va voir comment l'utiliser. Petite terminologie en plus sur Cauchy-Schwarz. Je vous invite vraiment à aller lire voir la conférence d'Alain Aspect que j'ai mis en ligne, enfin dont j'ai mis l'adresse en ligne. C'est une très très jolie conférence de physique, absolument éblouissant ce qu'il fait d'un point de vue théorique, et le clin d'œil de voir que il a besoin de l'inégalité de Cauchy-Schwarz pour s'en servir. Alors, je n'ai pas trouvé la conférence à laquelle moi j'avais assisté, qui s'adressait aux élèves de prépa, où là, il parlait plus de son prof de prépa qui lui avait parlé de Cauchy-Schwarz. Là, il dit qu'il a étudié au lycée, ce qui était vrai avant, ce qui n'est plus le cas maintenant. Bref. Donc un certain nombre d'identités à l'aide de la norme, l'identité notamment du parallélogramme, les identités de polarisation. Alors je vous en écris qu'une, mais il y en a d'autres. Hein. X scalaire y égale un quart de x moins y au carré, plus y au carré, pardon, moins x moins y au carré. Bon, l'intérêt essentiellement de ces identités de polarisation, c'est de remarquer que finalement, connaître la norme, c'est connaître le produit scalaire. Donc on peut vérifier comme ça si une norme déduit d'un produit scalaire. Très souvent, on commence par définir le produit scalaire et non pas la norme. Mais ça peut être intéressant de voir si une norme est associée à un produit scalaire. Donc, le concept dernier, propriété, et qui lui est très importante, puisque le produit scalaire, vous le savez déjà dans R2, dans R3, sert à mesurer en fait l'orthogonalité. Et donc, on va prendre, nous, l'orthogonalité, et plus loin, la notion d'angle. On en reparlera un petit peu dans le cours de jeudi prochain sur les isométries dans le plan euclidien. On définit même les angles à partir du produit scalaire. Donc l'orthogonalité, c'est pas très compliqué. Deux vecteurs sont orthogonaux, x est orthogonal à y, et éviter perpendiculaire. Perpendiculaire est réservé au cas d'un hyperplan en géométrie affine, donc orthogonaux. Si et seulement si le produit scalaire de x et de y est nul. D'accord? Un certain nombre de propriétés se déduisent de ça, avec notamment le fameux théorème de Pythagore, qui est de dire que x est orthogonal à y si et seulement si la norme de x plus y au carré est égale à la norme de x au carré plus la norme de y au carré. D'accord? Fameux dessin. Ici, on a le vecteur x. Ici, on a y. Et donc, pas du tout dans le bon sens. C'est ici, raté. Voilà, donc il fallait que je le fasse comme ça, x, et là on a x plus y. Bon,
pouvez le remettre dans l'autre sens. Excusez-moi, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Évidemment, vous retrouvez le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés adjacents. Bien. À noter dans Pythagore l'implication dans ce sens-là, mais qui n'est vrai que pour deux vecteurs. D'accord? Puisque nous allons généraliser ce concept d'orthogonalité au cas de familles qui pourront être tout d'abord orthogonales, puis orthonormales. D'accord? Donc orthogonale, c'est simplement si I est différent de J, UI scalaire UJ est nul. Orthonormal, ça sera un petit peu plus, c'est-à-dire UI scalaire UJ est tout le temps égal au symbole de Kronecker, delta IJ, 1 si I est égal à J, 0 sinon. Alors, dans ces concepts, attention, 0, le vecteur nul de E, peut appartenir à une famille orthogonale. Famille orthogonale, en abrégé, quand vous notez, ça peut être facile de noter OG et ON. En revanche, il ne pourra pas appartenir à une famille orthonormale. Donc, dans les résultats importants, on a, si j'écrivais un peu mieux, ce serait quand même pas plus mal. Donc, orthogonale implique libre, qui est soumis donc à une condition, c'est plus le vecteur nul n'appartient pas à la famille. Alors que dans le cadre de l'orthonormalité, orthonormal implique forcément libre. Propriété importante. La réciproque, bien sûr, n'est pas vraie. Et la généralisation de Pythagore, c'est que si on a une famille orthogonale, alors on va retrouver que, et même orthonormale derrière, mais la norme de U1 plus UN, le tout au carré, sera la somme des normes des UI au carré. D'accord? Attention, la réciproque n'est pas vraie. Je vais vous donner un contre-exemple dans le cours. C'est pas parce que j'ai une somme de vecteurs qui vérifie cette égalité que l'on peut en déduire que la famille est normale ou orthogonale. D'accord? Attention. Et donc, le piège, pensez bien à vérifier, quand vous avez une famille qui est simplement orthogonale, que le vecteur nul ne s'est pas glissé dedans. Le point qui va faire fonctionner beaucoup de choses derrière, c'est que si j'ai une famille orthonormale, et rapidement on va ne travailler qu'avec des familles orthonormales, donc si U est orthonormal, ben, un vecteur X qui appartient à un vecteur de U s'écrira X égale la somme de I égale 1 jusqu'à P, mettons, c'est la famille U étant la famille U1, UP. J'ai plutôt pris des V, je crois, dans le cours. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est des U. Des X scalaires UI suivant UI. C'est-à-dire que c'est ce que vous faites quand vous projetez sur les axes en physique, en SI. Systématiquement, vous retrouvez votre projecteur, le produit scalaire, qui est la grandeur de la projection suivant l'axe considéré, en X, en Y, en Z. Par exemple, dans R3, évidemment. D'accord? Donc, cette formule permet d'avoir une expression unique de la décomposition dans une base, sachant qu'ici, on a une base parce que l'espace est libre. La famille est génératrice. Et cette expression sera tout le temps valable dès qu'on a une décomposition. Et en particulier, derrière, on aura le fait que la norme de x au carré est égale à la somme de i égale 1 jusqu'à n des x scalaires ui au carré. Alors, j'espère que vous avez lu le cours jusque plus avant. Vous verrez que vous avez compris que quand on aura simplement un espace de dimension finie, c'est-à-dire ça deviendra f, bien, x, c'est le projeté orthogonal, d'accord, et on obtient l'inégalité de Bessel, c'est que la norme au carré est plus petite que la somme des x scalaires ui au carré. D'accord? Et puis, on va en déduire de ceci toutes les propriétés de projecteurs orthogonaux
que l'on a vu par la suite. D'accord? Mais qui s'annonce là, pour le moment, si je suis un peu le déroulé du cours. Donc, dernière propriété, ce qui sera l'orthogonale d'une partie. Donc, A orthogonale, c'est l'ensemble des vecteurs x dans E, tel que pour tout A dans A, x scalaire A est égal à 0. C'est-à-dire l'ensemble des vecteurs qui sont orthogonaux à tous les points de A. Vous allez retrouver dans le plan, évidemment, si vous prenez une droite, son orthogonale, ça sera la droite orthogonale. On parle de droite vectorielle, donc tout le monde passe par 0. Dans l'espace, si vous prenez un plan P qui passe par 0, son orthogonale, ça va être l'unique droite vectorielle qui lui est orthogonale. A l'inverse, si vous prenez une droite dans le plan D, son orthogonale sera l'unique plan tel que on est un orthogonal dessus. Et une relation normale. D'accord? Un certain nombre de résultats, le fait que si A est inclus dans B, alors l'orthogonale de A est inclus dans l'orthogonale de B, le fait que A orthogonale est toujours un sous-espace vectoriel, quelle que soit la partie A, ce qui nous donne en particulier que vous allez trouver les deux notations. Si je prends un seul vecteur, que je prenne l'orthogonale de n du vecteur n, ou que je prenne l'orthogonale de l'espace engendré par le vecteur n, c'est bien la même chose. D'accord? Donc un certain nombre d'exercices de petites propriétés à montrer, qui ne posent pas de difficulté. L'intérêt de ces propriétés, c'est d'apprendre à les manipuler derrière. D'accord? Et le cas particulier qui nous intéressera le plus, qui est le cas où V est lui-même un espace vectoriel. Alors, le cas euclidien. Le cas euclidien, ça veut dire que E est de dimension finie. D'accord? Pré-hilbertien, R espace vectoriel muni d'un produit scalaire, euclidien, pré-hilbertien, deux dimensions finies. Rien de bien difficile. Entraînez-vous quand même avec le vocabulaire, puisque c'est ce qui permet d'avancer lorsque on raconte des choses et de ne pas trop s'en mêler dedans. Bien. Donc, premier concept qui va être le concept central, et c'est le seul, de base orthonormale. D'accord? Donc, pas compliqué, je vous laisse aller vérifier. Une base est orthonormale si c'est une base et si elle est orthonormale. D'accord? Qui, quand je l'écris assez rapidement, j'ai tendance à écrire des bons. Il y a le concept aussi de base orthogonale, mais qui est bien moins intéressant. Et puis, une base orthogonale, il suffit de diviser chacun, c'est-à-dire de normaliser chacun des vecteurs pour avoir des vecteurs normaux. Donc, de norme 1. Unitaire, pardon, donc de norme 1. Si j'ai une base orthonormée, là, cette fois, quel que soit x dans E, x va se décomposer sous la forme de la somme de i égale 1 à n des x scalaires ui suivant ui. Formule qui est réellement fondamentale. Et puis, la norme de x au carré se calculera comme la somme de i égale 1 jusqu'à n des x scalaires ui au carré. D'accord? Petit point important et qui aura son importance dans le cours que je vous ai déjà distribué sur les isométries, la traduction matricielle. Donc, si U, ou dans le cours j'ai mis B, donc on va dire B, pardon, est une base orthonormée de E, et ceci est très important, d'accord? Eh bien, si je prends un vecteur x et des vecteurs x et y dans E, si je prends la matrice représentative dans B de x qui s'écrit x et la matrice représentative dans B de y qui s'écrira y, donc qui est standard de façon habituelle x1, xn, qui en fait, d'après ce qu'on a vu précédemment, puisque c'est une famille orthonormale normée, x scalaire E1 jusqu'à x scalaire En, même chose en y, eh bien, on va retrouver que x scalaire y, c'est égal à transposé de x, y. Alors attention, ici, un petit problème, pas grand-chose, mais ceci appartient à M1 de R, ceci appartient à R. Donc on a toujours la même idée de l'identification entre une matrice 1, 1 et... Donc, si vous regardez en détail, c'est que c'est x1, xn sur y1, yn. Donc on retrouve évidemment le produit scalaire canonique somme des xi, yi dans Rn, mais qui correspond en fait au calcul du produit scalaire dans n'importe quelle base orthonormée, ce que je n'ai pas proposé.
pas rappelé, j'ai parlé de normes, je n'ai pas parlé de produits scalaires. Mais on retrouve cette notion-là. Deuxième propriété, obtenir des bases orthonormées. Et pour ça, c'est le geste de l'orthonormalisation de Gram-Schmidt. D'accord ? Donc je referai une vidéo juste dessus, histoire d'en reparler un peu, puis de vous faire un exemple en détail. C'est un phénomène, une propriété très importante. Là, on va regarder juste d'un point de vue théorique, qui nous permet, si en entrée, on a une base B quelconque, E1, En de E, qui a la propriété d'être une base, ben, par Gram-Schmidt, on sait qu'il existe une unique base orthonormée, donc dans le cours j'ai appelé V, V1, Vn, de E bien sûr, qui a de plus les deux propriétés suivantes, c'est-à-dire que pour tout i, l'espace vectoriel engendré par V1, Vk est égal à l'espace vectoriel engendré par E1, Ek. Alors ceci est très important. Et puis, Vi scalaire Ei est tout le temps positif pour tout i. Alors, l'importance de ce second, c'est parce qu'à la fin, il y a deux possibilités. Ça permet d'avoir l'unicité. Et donc de savoir, donc on peut parler de la base orthonormalisée de Gram-Schmidt d'une base. Cette première propriété, elle, est importante puisque en fait, elle nous dit que l'orthonormalisation de Gram-Schmidt se déploie étape par étape et que donc si on a commencé à orthonormaliser les premiers puis qu'on change les derniers vecteurs, ben, le début de l'orthonormalisation sera la même. D'accord ? Ce qui a comme conséquence notamment le théorème du supplémentaire orthogonal, c'est-à-dire que si f est de dimension finie, d'abord parlons de l'existence de base, bon c'est pas grave, donc l'existence de base orthonormée, évidemment, puisqu'il existe des bases, on peut les orthonormer, puis si je prends f de dimension finie, je me donne E1, EP, une base de f, je le complète en EP plus 1, WP plus 1, WN, pour avoir par concaténation une base de E, et puis j'orthonormalise cette base. D'après cette propriété du dessus de Gram-Schmidt, en fait, cette orthonormalisation va commencer par me donner une orthonormalisée de f. Puis, l'autre côté qui nous donnera une orthonormalisation par rapport au premier, et donc qui nous donnera, ce qui n'est pas le cas de WP, WP plus 1, via orthonormalisation, j'aurai une base de f orthogonale. Ce qui nous permet de prouver le résultat suivant, à savoir que f et orthogonales sont en somme directe et sont égaux à E. On a de plus l'unicité, c'est-à-dire que si je prends un espace qui est en somme directe avec f et qui est orthogonal à f, c'est nécessairement f orthogonal. D'où le nom du supplémentaire orthogonal, l'article défini. Alors que je vous rappelle qu'un supplémentaire, lui, est tout sauf unique. J'en profite pour ajouter un petit mot en plus. Attention, ne confondez pas supplémentaire et complémentaire. C'est pas du tout la même notion. D'accord ? À partir de ce supplémentaire orthogonal que l'on va avoir en dimension finie, on va pouvoir construire évidemment des projections. Alors en fait, les projections, on va revenir sur un espace en plus un peu plus grand, puisque pour projeter orthogonalement, il suffit d'avoir un espace V de dimension finie. D'accord ? Si je reprends la décomposition que j'ai eue tout à l'heure, en dimension finie, c'est fait directement. Sinon, un espace de dimension finie, on montre que, à nouveau, on garde la décomposition, même si E n'est pas de dimension finie. Et pour ce faire, la stratégie, c'est la suivante. X, il nous faut un candidat pour XF plus un candidat pour XF orthogonal. Je cherche à écrire, parce que le problème est la décomposition. XF, on va prendre ce qui va être le projeteur orthogonal. On a envie. Eh bien, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, la somme de I égale 1 jusqu'à P des X scalaires VI suivant VI, avec V1, VP, une base orthonormée de F, qui existe par Gram-Schmidt, on est en dimension finie pour F. D'accord ? Donc attention, F est de dimension finie, et là, vous pouvez projeter orthogonalement. Vous avez l'expression du projeteur orthogonal, et de plus, vous avez ce théorème du supplémentaire orthogonal. À partir du moment où on a ça, on peut projeter n'importe quel ensemble sur n'importe quel autre,
ce qui nous permettra de résoudre un certain nombre de questions qui vont arriver à la fin. Alors, je passe sur la symétrie orthogonale, qui n'est jamais que le même rapport au projeté qu'une symétrie par rapport à une projection vectorielle. Donc, la notion de distance à un sous-espace. Alors, la distance à un sous-espace, si je prends un point A, et on va dire un ensemble A, et puis j'ai un point X, ben la distance, je vais prendre le min de toutes ces longueurs-là, de tous les points accessibles. Alors, normalement, on va en ligne droite, hein. Ce n'est pas le cas de mon tracé, je ne suis pas très doué. Voilà. Donc, la distance de X à A, on va prendre l'inf, puisqu'il n'y a pas de raison qu'elle soit atteinte, on n'en sait rien, de l'ensemble des x moins a, tel que a parcourt tout a. Alors, ceci, pourquoi ça existe? Ben, c'est une partie de R+, non vide à partir du moment où A est non vide. Donc, j'ai un élément dedans, j'ai un minimum. D'accord? L'an prochain, vous allez voir que vous allez projeter sur des espaces qui seront convexes, même des convexes fermés, d'autres notions topologiques. On n'en est pas là. Restons pour le moment modestes. Eh bien, la propriété que l'on a, c'est que si on a en fait un plan, un espace de dimension finie, que je représente par un plan pour pouvoir dessiner, que j'ai un vecteur x comme ceci, ce vecteur se projette en le projeté de x, suivant de l'autre côté l'orthogonale. Je ne suis pas sûr que mes dessins tout faux vous manquaient, enfin, ça vous en aurez un peu à nouveau. Donc je reconnais l'orthogonale là, et ben, en fait, si je prends un autre vecteur y qui est dans le plan, ben, je vois que je garde un angle droit ici, et que donc, par Pythagore, la distance de x à y est toujours plus grande que la distance de x à p de x. Ça n'apparaît pas clairement sur mon dessin, évidemment. Mais l'angle droit, il est bien là, et non pas du côté de y. D'accord? Donc, cette distance à un sous-espace, elle est atteinte, et elle est atteinte en un seul point, qui est le projeté orthogonal. À partir de ça, vous avez des exercices, corrigés et d'autres faits, où en fait, on va résoudre des problèmes de trouver un inf tel que, reconnaître un problème euclidien, ou pré-hilbertien, en déduire un problème de et résoudre ce problème de minimisation par des méthodes algébriques, ce qui permet de résoudre de façon juste. D'accord ? Et ça, c'est un point important dans pas mal de domaines, qui sert dans notamment l'actuariat, etc. Dans les applications, vous allez trouver la distance à une droite affine, une distance à un plan aussi. Et évidemment, au-delà de ces distances, va se poser la question du minimum des distances. Ça, c'est le dernier DM en date, le DM32, je pense, qui vous donne comment fonctionne la méthode des moindres carrés que vous utilisez. Vous faites un peu de statistiques que vous utilisez par exemple en physique dès que vous avez un nuage de points à déterminer. Voilà, alors évidemment, ce n'est pas un cours complet, c'est beaucoup trop rapide. Ce cours est très dense, d'accord, sur les espaces euclidiens. Il est extrêmement important pour l'an prochain, que vous alliez en MP ou en psy. Donc, repassez-le, révisez tout ça. On a vu pas mal d'exercices et ça devrait bien se passer. N'hésitez pas à me poser des questions, le cas échéant, en espérant que cette petite vidéo vous a été utile.